Alors on va commencer. Qui commence d'ailleurs parmi les jeunes, parmi les enfants, qui commence? C'est vous? Alors Léonie, c'est toi qui débute et qui parle de ton projet, qui pose ta question? Oui. Vas-y ma puce, on t'écoute. Avez-vous prévu un budget et des moyens pour reverdir les cours d'école? C'est évidemment une très bonne question. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le 15 mars dernier, tu le sais, beaucoup de jeunes dans le monde se sont mobilisés sur le sujet de l'environnement. Et lorsque ça s'est produit, on a réuni tous les lycéens de France, on leur a proposé de se réunir dans les comités qui existent dans chaque lycée, ce que tu connaîtras quand tu seras au lycée. Et leurs délégués ont travaillé à l'échelle de chaque lycée, à l'échelle de chaque région, puis à l'échelle de toute la France, pour faire des propositions comme celle-ci. Et on a ainsi une feuille de route, donc un programme, avec 8 mesures qui ont été définies par les lycéens. Et ces 8 mesures sont devenues, depuis cette rentrée scolaire, ma feuille de route pour travailler sur cette question-là. Et une des 8 mesures, c'est ça, c'est reverdir davantage les cours d'école, être capable de contribuer à la biodiversité dans l'environnement scolaire. Ça veut dire, par exemple, mettre des ruches dans les écoles, mettre des perchoirs à oiseaux, être capable de revégétaliser, être capable de planter des arbres, etc. Donc, pour stimuler tout cela, il va y avoir dans chaque collège et chaque lycée de France des éco-délégués, donc des élèves qui vont travailler à des projets dans ce sens. Et à chaque fois qu'ils le feront, il y aura besoin parfois de financer, mais parfois c'est des choses qui ne coûtent pas très cher, mais parfois ça coûte un petit peu d'argent quand même. Alors ça relève des mairies, et ça relève des conseils départementaux et des conseils régionaux. Donc si c'est dans une école, c'est la mairie, si c'est dans un collège, c'est le conseil départemental, et si dans un lycée, le conseil régional. Donc c'est au cas par cas que ça se discute, mais là aussi, on dégage aussi des moyens de l'État pour parfois aider les collectivités à faire cela. Mais notre but, c'est en effet, par exemple, qu'il y ait un potager dans chaque école de France. Mais ça doit se décider dans chaque situation particulière, parce que parfois, ce n'est pas facile de le faire, par exemple, en plein centre-ville. Mais en tout cas, c'est notre but, et tu vas le voir, ça va se développer beaucoup au cours des temps qui viennent. Donc c'est une bonne idée. Et la ville du Havre a un programme de végétalisation des cours d'école. On est en train de dégager les moyens avec l'aide de l'État et de nos partenaires. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est souvent la demande des enfants, la demande des enseignants qui utilisent ensuite le jardin potager, la biodiversité ou la végétalisation qui se trouve dans la cour d'école pour enseigner aux enfants. Et donc on va aller dans cette direction ici au Havre. Merci Monsieur le ministre. Arthur va la poser. C'est Arthur qui va la poser. Très bien. Et que pensez-vous de Greta Thunberg? Je pense que Greta Thunberg est intéressante. Ce qu'elle a dit, notamment dans un premier temps, correspond à ce que nous pouvons nous dire ici, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une très grande priorité à accorder aux enjeux du développement durable et à nous organiser pour faire face aux problèmes du changement climatique et aussi pour contribuer au rebond de la biodiversité. Je pense qu'il ne faut jamais pratiquer le culte de la personnalité vis-à-vis de qui que ce soit. Et c'est toujours un tout petit peu dangereux quand quelqu'un devient l'emblème de quelque chose et que cette personne incarnerait, tu vois, la vérité à tout prix. Donc il faut quand même savoir rester critique vis-à-vis de discours de qui que ce soit, et le sien comme les autres. Et donc, par exemple, dans cette dernière tribune, la dernière fois qu'elle a parlé aux Nations Unies, je ne l'ai pas trouvée très pertinente, puisqu'elle elle a pensé que c'était pertinent d'attaquer la France, ce qui m'a paru très paradoxal, parce qu'on est un des pays qui essaye d'en faire le plus sur le sujet. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais il y a beaucoup d'autres pays qui font beaucoup moins bien. On essaye parfois même de se battre à l'échelle internationale pour les inciter à faire plus. Et au moment où on fait ça, elle nous dit, elle pointe la France comme un pays qui pose problème. Ça m'a paru maladroit, et voilà, donc de ce point de vue-là, je n'étais pas d'accord avec elle. Maintenant, sa cause est bonne, évidemment, et on doit travailler avec elle et bien d'autres personnes sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet aussi très scientifique et très complexe. Il faut quand même dire que les sujets du changement climatique, c'est pas seulement des slogans, c'est aussi des analyses très précises. Tu sais, il y a un groupe qui s'appelle le GIEC qui étudie le changement climatique avec des scientifiques qui disent des choses très précises. Et donc, sur ce sujet comme sur d'autres, il faut vraiment aller très profondément dans les enjeux pour être sûr de ne pas se tromper. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y a 2 millions de Français à attaquer la France aussi en justice, hein, quand même.
Mais elle a un culot, une audace incroyable quand même. Et je crois qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui de lanceurs d'alerte. Et elle joue ce rôle de lanceur d'alerte. Elle est très jeune. Ce qu'elle fait est courageux. Presque 17 ans quand même. Oui, mais c'est quand même très jeune pour prendre la c'est très parole jeune, dans mais des je veux dire, sommets internationaux des comme ça. là qui ont à peu près cet âge-là, qui sont Et je tout suis à fait d'accord avec Monsieur le ministre, capacité l'attaque d'un pays comme la réfléchir. France sur ces sujets-là, c'était plutôt malvenu. Alors, je voulais juste préciser que Arthur et Léonie sont membres du conseil municipal des enfants. Donc il ne vous aura pas échappé qu'ils avaient des questions particulièrement pertinentes. Laura Bellois, vous êtes étudiante en droit, vous êtes membre du conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Est-ce que vous voulez déjà nous parler un petit peu de l'action que vous menez au lycée Paul-Émile Victor? Tenez, on va faire passer un micro au ministre puisqu'on n'en a plus besoin ici. Et ensuite, poser vos questions à Jean-Michel Blanquer. Alors pour contextualiser rapidement, le lycée Paul-Émile Victor, c'est un lycée qui est situé à Osny, dans le Val d'Oise. Et bien qu'en Île-de-France, il est confronté à un certain nombre de problématiques qui sont semblables à celles relevées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la diagonale du vide, notamment au vu des élèves qui fréquentent le lycée et qui mettent un certain temps à y arriver, notamment tous ces jeunes qui viennent du Vexin français. Pourtant, malgré ces quelques problématiques, on a réussi à mettre en place un certain nombre de projets qui nous ont permis d'aborder un très grand nombre de problématiques, parmi lesquelles celle du développement durable. Alors on a commencé avec des choses très simples qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter, notamment l'installation d'un potager pédagogique auquel nous avons apporté une vocation intergénérationnelle, mais encore un poulailler, un compost, le travail autour du tri sélectif, l'installation d'une bibliothèque troc de livres, ce genre de projets qui sont très simples à mettre en œuvre, mais qui permettent déjà de sensibiliser à des enjeux importants. Ensuite, on a eu l'occasion de témoigner de tous ces projets et ces initiatives dans le livre blanc Femmes, Santé, Climat, à l'occasion de la COP23 puis de la COP24, et de participer à diverses conférences. Ces conférences, elles nous ont permis à la fois de rencontrer énormément de personnes et d'interpeller directement les décideurs pour leur parler de ces projets à l'échelle locale. Ce livre blanc, il nous a aussi permis d'être un réel accélérateur dans la politique du lycée et dans la démarche durable. En effet, c'est à la suite de ce livre blanc qu'on a créé le projet pilote, donc Club Pilote UNICEF, UNIPEF, sur la thématique du développement durable. Alors, pourquoi on l'a créé ? Pour 3 raisons principales. À la fois pour pouvoir permettre à tous les acteurs de se regrouper pour réfléchir ensemble à ce qui pourrait être possible de faire par la suite, pour pouvoir continuer à mettre en œuvre les projets qui étaient déjà organisés au lycée, tout en pouvant continuer à porter de nouvelles initiatives. Alors je pense qu'on peut dire que ces objectifs, ils ont été atteints, puisqu'on a réussi à la fois à compléter les projets qui étaient déjà mis en œuvre, mais en créant de nouveaux chaque jour. Par exemple, l'installation de 3 ruches et la création d'une micro-entreprise autour de ces dernières qui nous permettait à la fois de récolter le miel et de le commercialiser. On a également installé un mur végétal, organisé une collecte de papier, de fournitures scolaires usagées, de cartouches d'encre pour permettre de les recycler et de les réutiliser. Et ensuite, ces projets, ils ont eu des retombées extrêmement positives, à la fois pour les jeunes, pour l'ensemble de la communauté éducative, mais également pour le territoire. Ils nous ont permis de créer un réel sentiment d'appartenance au sein du lycée, avec une volonté commune, élèves, professeurs, personnel encadrant, direction, de porter et de mener à bien l'ensemble de ces projets. Ils nous ont aussi permis de mobiliser des partenaires locaux, régionaux, nationaux, pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Et ils ont pu s'émailler dans de nombreux établissements avec lesquels nous étions en contact. Ça a été aussi l'occasion de partager des bonnes pratiques, trier, composter, se tourner vers le bio, vers les circuits courts, des choses qui sont au final très simples à mettre en œuvre aussi en dehors de l'école. Et c'est ça qui illustre aussi le rôle essentiel de l'école dans cette sensibilisation et le partage de bons comportements. Et enfin, en menant des projets à l'échelle locale, à l'échelle d'un lycée, on a pu parler d'enjeux bien plus importants, bien plus larges. Par exemple, autour du potager pédagogique intergénérationnel avec des enfants d'une école maternelle, avec les lycéens, avec des personnes âgées de la Girondière, qui est une institution sénoriale qui est située juste en face du lycée. On a pu parler d'inégalité femmes-hommes en matière de climat. Donc c'est quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Et enfin, pour conclure, ce qu'on peut noter dans l'ensemble de ces projets, c'est que la jeunesse, elle est composée d'une multitude de profils. Ça fait éclore des sensibilités, des visions du monde qui sont extrêmement diverses.
Mais tous les jeunes s'accordent dans cette démarche d'engagement, dans cette volonté de s'investir, de porter leur voix sur cette thématique qui nous concerne tous, et ils partagent l'envie de pouvoir se mobiliser pour construire le monde de demain. Pourtant, dans leur démarche, même s'ils sont soutenus à l'échelle locale, ça a été notre cas, vous avez pu le constater vous-même, notamment par notre direction, notre proviseur, notre proviseur adjoint, notre conseillère principale d'éducation, mais à une plus large échelle, ils ne se sentent pas toujours soutenus. Alors ma question, monsieur le ministre, comment faire pour que... Elle va être journaliste un jour, je crois. Comment faire pour que ces jeunes puissent se mobiliser pour construire ce monde de demain, construire notre avenir, leur avenir, et se sentent écoutés et soutenus dans leur démarche? Merci. Je pense que c'est très important ce témoignage de Laura, parce que ça nous permet de voir qu'il y a déjà des établissements qui sont engagés dans cela. Et c'est vrai, je suis allé dans ce lycée ça devait être 1 an et demi à peu près. Comme je suis allé dans d'autres lieux, des collèges que j'ai à l'esprit, qui parfois ont un label qu'on appelle le label E3C, qui est un label donc développement durable, et qui fait que les élèves sont engagés eux-mêmes dans ce que Laura vient de décrire, c'est-à-dire des actions ultra concrètes. Par exemple, j'ai un collège à l'esprit, qui est aussi d'ailleurs dans le Val d'Oise, où ils ont divisé par plus de 2 la facture énergétique, où le tri est devenu vraiment automatique, etc., etc. Et non seulement c'est très significatif, c'est-à-dire que on parle de consommation d'énergie très importante, mais ensuite c'est contagieux, c'est-à-dire que les mêmes élèves sont contagieux dans leur famille, sont contagieux vis-à-vis de la municipalité. Donc ce dont nous parlons là au travers de l'exemple de ce lycée est tout sauf anecdotique, c'est de la plus haute importance. Il y a 12 millions d'élèves en France, il y a 60 000 implantations scolaires, c'est de très loin le premier service public. Et donc si on réussit à mettre en mouvement 12 millions d'élèves sur ce sujet, la contagion sur toute la société française est absolument considérable. Donc c'est en effet très important d'avoir comme question, ça a bien marché dans le lycée de Laura, ça marche bien dans le collège dont je parle, est-ce qu'on peut le faire dans les 60 000 implantations scolaires, et quel effet d'entraînement et quel soutien on va avoir? Eh ben, la réponse c'est oui, c'est-à-dire c'est ce que nous sommes en train de faire en cette rentrée, ce que je commençais à répondre tout à l'heure, c'est-à-dire on a cette feuille de route en 8 points qui inclut tous ces éléments et qui fait que désormais on va systématiser cette démarche dans tous les établissements et le faire non pas parce que ce serait une sorte de décret du ministre, mais parce que c'est chacun qui se mobilise localement, notamment avec les éco-délégués. Et le tout en lien avec les collectivités locales, parce qu'il faut que ça se passe avec le soutien des collectivités. C'est pas seulement un sujet de soutien financier, mais c'est aussi comment la population est mobilisée autour de cela, autour de quelque chose qui en plus est enthousiasmant. Il y a quelques jours, j'étais dans un collège du nord de la France, où on a fait, c'était le jour où il y avait une marche pour la propreté de l'environnement. Donc c'est une marche pour nettoyer les forêts, les champs, les espaces qui sont autour de l'établissement. En réalité, c'est un moment très ludique, très sympathique, et on a passé un très bon moment avec les élèves. Et tous ces sujets sont en fait des sujets d'épanouissement, aussi de construction de notre environnement futur. Donc il y a un élan, les élèves sont désireux de s'engager de toutes les façons, ils ont envie d'agir, et on est en train de créer les conditions de cette action, et ça va être désormais systématique dans toute la France. Monsieur le maire, vous aviez Oui, une anecdote par rapport à ce qui a été dit, parce que je crois que la région Normandie fait à peu près la même chose que la région Île-de-France, mais quand même, votre démonstration était très très convaincante et le projet très global. Donc ce que je vais dire va paraître tout à fait anecdotique, ce sont les ruches dont vous avez parlé et le miel dont vous avez parlé qui m'y a fait penser. Ça fait très longtemps en réalité qu'en Normandie, en Haute-Normandie d'abord, puis en Normandie maintenant, on a mis des ruches sur les lycées. Et ces ruches produisent du miel. Et ce miel a fait l'objet d'un jury de concours assez récemment. Et c'est le miel du lycée Jules Le Senne du Havre qui a remporté le premier prix. Et je le dis avec un peu de fierté parce que non seulement c'est un lycée du Havre, mais parce que le lycée Jules Le Senne est partenaire du LH Forum et prépare le banquet citoyen de demain avec les restaurateurs de la ville du Havre. Eh bien, bravo à eux. Bravo à eux. Alors Candice, vous êtes étudiante en terminale. Vous avez quel âge, Candice? J'ai 17 ans. Mais comme Greta Thunberg, oui. dis donc. Et vous êtes déjà en mesure de réfléchir et de produire de la pensée? Oui. Incroyable. Dites-nous, Candice, parlez-nous de votre projet POO et puis vous pouvez poser vos questions ensuite au ministre. Donc, merci beaucoup. Je suis en international, donc à Saint-Joseph, l'institution Saint-Joseph, un lycée havrais. Et cela depuis la 6e.
Donc c'est une section qui est basée sur l'apprentissage de l'anglais, avec par exemple de l'histoire géo en anglais ou de la littérature anglaise. Et donc je suis en terminale ES, et c'est donc la dernière promotion avec des filières. Et j'ai été plusieurs fois déléguée de classe, élue aussi au conseil départemental des collégiens, et je l'espère, future conseillère régionale des jeunes. Donc j'ai toujours voulu m'investir dans la vie de mon établissement et même en dehors. Alors c'est pour ça que je suis membre du club POO, donc c'est un club dans l'enceinte de mon établissement. Et donc il se base sur un engagement qui est vraiment ouvert à l'international, par exemple en organisant pour la 6e année consécutive le NILS, donc c'est le Normandy International Youth Leadership Summit. Donc c'est un sommet international des jeunes qui cette année a regroupé 100 jeunes de plus de 18 pays différents. Et il se base également sur un engagement environnemental, donc avec des éco-délégués par exemple, ou la gestion de nos déchets de cantine avec Binapi pour les transformer en électricité. Mais aussi sur un engagement qui est social, donc ça regroupe pas mal de points du développement durable. Et avec cet engagement social, ça a réellement débuté en 2017 grâce à Martin Frébourg, un ancien lycéen de l'institution Saint-Joseph, qui a contacté l'association Les Oubliés de la rue. Donc c'est une association qui accompagne administrativement et aussi moralement les sans-abri du Havre. Donc en 2017, les membres du POO ont pu leur offrir des cadeaux de Noël. En 2018, on a réitéré cette action et on compte le faire encore cette année. J'ai aussi personnellement aidé l'association à faire une demande de subvention au contrat de ville, qui malheureusement a été refusée parce que ça ne faisait pas partie de leurs critères de sélection. Et nous sommes aussi en recherche active d'un local pour pouvoir stocker la nourriture, donc les dons que nous avons en nourriture, en vêtements, pour aussi que cela serve de laverie pour les SDF, de centre d'accueil de jour et aussi de bureau administratif pour les aider à se réinsérer dans la vie active. Et il y a aussi une idée qui est venue d'un SDF. C'était l'idée d'un atelier de construction, de meubles en palettes de bois. Donc voilà. Et on a décidé de faire une cagnotte de financement participatif sur Internet. Et donc il y avait un objectif de 5 000 € qui malheureusement n'a pas été atteint, malgré un don du POO de 300 €. Voilà, en vendant les journaux de l'institution Saint-Joseph, donc le Saint-Jo News. Donc malheureusement, ce projet qui prônait la réinsertion par le travail des sans-abri du Havre n'a pas vu le jour encore, mais j'ai foi en l'avenir. Toujours. Et toujours. Et il y a un investissement qui est vraiment très important de la présidente de l'association, qui s'appelle Patricia Ruquier. Je pense que vous la connaissez, monsieur le maire. Et donc voilà, mais il n'y a toujours pas assez de moyens pour qu'on puisse parvenir à faire nos projets. Elle survit aujourd'hui grâce aux dons de particuliers, dons en nature, donc pas forcément financiers. Et pourtant, c'est des actions qui, à mon sens, sont en pleine adéquation avec l'économie positive qui nous rassemble aujourd'hui pour le LH Forum. Et avant de poser ma question, j'aimerais remercier les élèves de ma classe qui sont dans la salle, pour certains. Et donc voilà. Ils sont bien silencieux. Hein. Voilà, et c'est de l'institution Saint-Joseph en général. Et puis souhaiter un joyeux anniversaire à une de mes meilleures amies, qui doit être dans la salle aussi. J'en profite. C'est dommage de rater l'occasion. Exactement. Et donc voilà, je vais maintenant passer à ma question, qui est vraiment axée sur l'éducation. Parce qu'à mon sens, si on veut éviter que des gens se retrouvent dans la rue, la meilleure solution, c'est vraiment l'éducation. Et donc, j'ai eu la chance de partir 3 mois au Canada et j'y ai découvert un rapport élève-professeur bien différent de la France, même une pédagogie totalement différente qui prenait vraiment un enseignement beaucoup moins magistral. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus pour savoir si en France on pourrait tendre à suivre cet exemple. Merci à vous. Bien, merci beaucoup.
Grande et belle question aussi. Bon, d'abord, bon anniversaire. Je vous avais pas dit le prénom. Lily Saumon. D'accord. Je ne sais pas si elle est là. Bon anniversaire, Lily. Et sur la question elle-même, d'abord, évidemment, la phrase que vous avez dite quand vous avez dit la meilleure lutte contre la pauvreté ou contre l'exclusion, c'est l'éducation, c'est évidemment très vrai. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure lorsque j'ai dit que c'était même dès les premières années de la vie que se jouent énormément de choses. Il faut en être conscient. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à entendre parce qu'au fond, on se dit qu'il y a beaucoup de déterminisme dans les premières années de la vie, mais c'est un fait. Et donc, il faut traiter ce fait, c'est-à-dire être extrêmement volontariste vis-à-vis de tous les enfants, bien sûr, et a fortiori des enfants des milieux défavorisés ou des enfants qui ont des difficultés en général, pour bien que le départ dans la vie d'élève se passe bien. On constate des difficultés souvent pour à peu près 20% des enfants, et c'est vrai d'ailleurs dans la plupart des pays, alors ça peut être 15%, ça peut être 25%, il y a toujours ce chiffre autour de ça. Et on va le trouver vers 5 ans, on va le trouver ensuite le même chiffre à peu près vers 11 ans quand on passe en 6e. Puis après c'est le genre de chiffre qu'on trouve de la 3e à la seconde, puis ensuite dans l'exclusion. Donc il y a quelque chose, et c'est un peu les mêmes à chaque fois. Et donc il y a un travail à faire dès le début pour bien que la qualité de l'enseignement, pour que les conditions d'apprentissage, mais aussi tout ce qu'il y a autour de l'école, je l'ai un peu dit aussi tout à l'heure, mais le contact avec la nature, le sport, la culture, tout cela, qui là aussi suppose de la coopération entre tout le monde, c'est-à-dire l'école, les collectivités, les institutions culturelles, etc., les clubs sportifs, j'ai beaucoup parlé de ça hier d'ailleurs, bref, tout ce qui fait une société collabore pour que l'enfant et l'adolescent aient ces éléments d'épanouissement qui ensuite vont permettre de ne pas être exclus. Si on fait de la musique le mercredi gratuitement, ça rétroagit sur sa réussite scolaire. C'est un exemple parmi d'autres que l'on peut donner. Donc il faut avoir ce volontarisme en matière d'éducation. Et puis c'est vrai, avoir une vision de la pédagogie et de l'éducation qui contribue à la non-exclusion et donc à l'inclusion. Alors, je pourrais en parler 2 heures, mais pour moi, ça passe par 2 choses. Et ces 2 choses ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. La première, c'est qu'on doit absolument faire en sorte qu'un enfant qui sort de l'école primaire réussisse à être bien structuré. Il y a 2 mots sur lesquels j'insiste énormément, qui sont la culture et la logique. Et donc, ça suppose une certaine rigueur. La rigueur n'est pas le contraire de l'épanouissement, mais parfois, quand on parle d'épanouissement, on fait référence à une sorte de sympathique bienveillance, mais qui en réalité peut se retourner contre certains enfants, et notamment des milieux les plus défavorisés. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. Si on est trop dans le laisser-faire, en se disant il se passera ce qui se passera pour chacun, c'est les plus défavorisés qui en pâtissent. Donc, à l'école primaire, si on veut vraiment le progrès social, il faut être très attentif à ce qui se passe pour chaque enfant, et notamment sur les compétences fondamentales, lire, écrire, compter, être vraiment d'un volontarisme absolu. Si je n'ai qu'une seule priorité, c'est celle-là, et j'insiste sans arrêt là-dessus, parce que c'est la vraie vision sociale. Si on fait cela, c'est tout à fait compatible avec l'épanouissement. Dire ça, c'est pas forcément gris, triste, pénible. On peut tout à fait entrer dans la lecture avec beaucoup de plaisir. Au contraire, la lecture, c'est du plaisir. C'est pour ça aussi qu'on distribue des livres, qu'on encourage la lecture, qu'on encourage le théâtre, qu'on encourage la culture, qu'on encourage le chant, etc. Donc on ne doit jamais opposer, par exemple, l'effort et le plaisir dans notre vision pédagogique. Et plus on fait ça, c'est-à-dire plus on réussit à structurer l'enfant, à lui donner les outils pour se repérer, notamment dans ce monde de plus en plus technologique, c'est-à-dire être capable aussi de rester dans les choses concrètes, de faire du travail manuel, d'avoir le contact avec la nature, d'avoir sa propre vision du monde, d'être capable d'avoir une vision critique, d'être capable d'écouter les autres. Si on donne ça, alors plus le temps va passer, plus les années vont passer, plus en tant qu'élève, il va pouvoir faire des choix, se responsabiliser, faire le genre de choses que vous faites et s'épanouir. Et donc en effet, plus va pouvoir se développer cette pédagogie comme celle qu'on peut trouver par exemple effectivement au Québec ou ailleurs, qui permet cela. Et les réformes du lycée que nous avons menées vont totalement dans ce sens. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais encore une fois, un lycéen vous, par exemple, qui êtes en terminale, vous êtes la dernière génération qui avait quand même, en filière générale, seulement 3 choix. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de choix de combinaisons. Vous pouvez prendre des enseignements qui vous plaisent. On rend beaucoup plus authentique, beaucoup plus approfondi la possibilité de ça. Et ça va faire évoluer beaucoup de choses en chaîne. Je ne peux pas parler trop longtemps, mais il y a j'ai déjà parlé longtemps, mais il faut bien prendre conscience du fait qu'en débloquant cela, en dégrippant le système avec cette réforme-là,
on va avoir des conséquences pédagogiques en chaîne. Il va y avoir par exemple beaucoup plus de travail d'équipe au sein des lycées pour réfléchir sur ce qui se passe au travers de chaque enseignement de spécialité. Il va y avoir beaucoup plus de communication entre les lycées pour réfléchir à ces questions. La formation des professeurs va évoluer dans ce sens. Donc il y a toute une série de conséquences directes et indirectes qui vont aller dans ce sens, qui vont donc dans le sens de l'épanouissement, de la prise d'initiative et d'un plaisir à apprendre. Dans la réforme du lycée, une idée clé, c'est que puisqu'on a choisi un enseignement, on va l'approfondir davantage. Donc on voit bien là la compatibilité entre la notion de plaisir, je fais la matière qui me plaît, et la notion, je dirais, de rigueur, d'élévation du niveau, c'est de travail, c'est-à-dire le fait que, puisqu'on l'a choisi, on va l'approfondir davantage. Donc c'est ça l'esprit dans lequel on est, et je pense qu'il peut y avoir en la matière un vrai modèle français, c'est-à-dire quelque chose qui fait l'équilibre entre l'enjeu d'épanouissement et l'enjeu d'approfondissement. Non, Monsieur le ministre, on n'avait pas trop parlé. On vous garde. On est content d'évoquer avec vous un certain nombre de sujets. Je voulais juste, surtout que vous êtes passionné par votre sujet, simplement attirer votre attention sur le fait qu'il va falloir rester un petit peu plus longtemps que prévu, parce qu'il nous reste encore à entendre Corentin. Il y a Léonie et Arthur qui ont aussi leur projet à présenter. Donc, il va falloir leur répondre. Et Monsieur le maire a une question à poser. C'est pas une question. Je voudrais saluer deux initiatives prise par Jean-Michel Blanquer. La première date déjà d'il y a 3 ans, qui a des résultats extraordinaires, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Au Havre, on a 60% des écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire. Et ça nous a permis d'ouvrir 71 classes en 3 ans. On a ouvert au Havre 71 classes en 3 ans, donc des classes où il y a 12 élèves, 13 élèves, et où on apprend les savoirs fondamentaux et où les premiers résultats sont excellents. La deuxième initiative est plus récente, c'est celle de la cité éducative. On a été labellisé cité éducative, on va bâtir un programme d'action pour 3 quartiers du Havre, Montgaillard, la Mare-Rouge et le Bois de Bléville, où les résultats ne sont pas très bons. Et avec les associations, avec les institutions, avec les services municipaux, on va voir comment, autour de l'éducation nationale, en complément de l'éducation nationale, on peut actionner tous les leviers pour favoriser la réussite des jeunes dans ces quartiers. Alors Corentin, c'est à vous. Corentin Luce. Bonjour à tous. Oui, par rapport à la thématique dont nous traitons, il y a une citation qui m'a toujours marqué, c'est celle de Victor Hugo, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Parce qu'au fond, cette phrase, elle symbolise la promesse républicaine, l'idéal républicain autour de la méritocratie et la démocratie. Mais aussi, elle représente aujourd'hui ces difficultés actuelles. Et je vais vous faire part de quelques témoignages de jeunes qui, comme moi, viennent de territoires ruraux et périphériques. Il y en a un qui m'a dit un jour, à quoi bon travailler quand moins de 10% des fils d'exploitants agricoles deviennent cadres, contre 5 ou 6 fois plus pour les fils de cadres supérieurs? À quoi bon me donner à fond à l'école chaque jour quand je suis au courant et que je sais que la mobilité sociale est aujourd'hui beaucoup plus un concept théorique qu'une réalité effective? Et au fond, c'est cette autocensure, ce défaitisme, cette réalité que combat et que lutte chaque jour Chemin d'avenir, qui a été créé en 2016 par Salomé Berliou, qui a justement pour objectif de venir en aide aux jeunes dans tous les territoires ruraux et périphériques pour venir justement contre ce fléau de l'autocensure et aussi de ces territoires qui sont complètement délaissés, je crois, en tout cas en partie. Et donc ma question, parce que du coup le temps est un peu compté, donc je vais aller plus vite, c'est comment est-ce que vous comptez désenclaver les territoires ruraux? Comment est-ce que vous comptez faire en sorte que les territoires périphériques, ruraux aient les mêmes chances? Parce qu'au fond, l'égalité des chances, c'est peut-être le cœur de votre projet, aussi le cœur de la République et de sa promesse. Et est-ce qu'au fond, comment est-ce que vous arriverez notamment à favoriser ce type d'initiative et d'association? Merci beaucoup. Alors encore une question très, très importante. Qui nous oblige à vraiment avoir une vision intégrée de tout notre territoire. Moi, je suis très sensible à ça depuis très longtemps, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un phénomène mondial qui est celui de la métropolisation, et donc de la concentration des forces et des richesses sur quelques grandes villes, et parfois même au détriment non seulement des territoires ruraux, mais des petites villes ou des moyennes villes. Et donc, on doit évidemment réussir à compenser ça. De nouveau, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de contradiction. On peut avoir et la métropolisation et une répartition beaucoup plus équitable de ce que j'appellerais l'énergie sur le territoire et de la population. Donc on doit pour cela avoir une vision de notre répartition des forces sur un territoire. Et il faut être volontariste. Là aussi on voit bien que le laisser faire, laisser aller ne fonctionne pas. Il faut avoir des idées structurantes. Donc nous avons une stratégie éducation nationale pour contribuer à cela. Souvent un territoire rural va pouvoir se revitaliser sur la base de
4, 5, 6 ou 7 facteurs. Il y a l'éducation, l'école, je l'ai dit tout à l'heure, l'école rurale. Et j'ai toujours plaisir à souligner que l'école rurale en France fait réussir ses élèves en moyenne davantage que les écoles des autres territoires. En clair, ça signifie que ce jeune qui parlait tout à l'heure par votre voix, en réalité, quand il sort du CM2, il n'a pas moins de chance, en théorie, il n'a pas moins de chance que les autres. Il part assez bien. C'est après que ça se dégrade, vers le collège et le lycée. Et donc, on doit faire en quelque sorte la publicité de l'école primaire rurale, c'est ce que je fais, et renforcer l'école primaire rurale pour qu'elle crée une logique d'attractivité du territoire rural. Mais il y a aussi le haut débit qui doit être partout. C'est un projet de ce gouvernement, évidemment. Il y a les commerces, il y a de la mobilité, etc. Mais en jouant sur maximum 7 facteurs, on peut faire tout simplement de la revitalisation rurale, et c'est ce que nous voulons faire. Et pour ma part, je le fais à partir de l'enjeu d'éducation, et parfois même le seul facteur de l'école est un facteur de revitalisation rurale. Et donc c'est mon message aux maires ruraux actuellement, non seulement en disant qu'on ne ferme pas, mais que parfois même on va réouvrir ou qu'on va avoir avec eux des projets qualitatifs. Parce que le sujet ne doit jamais être défensif. Le sujet ne doit pas être « Ah là là, nous sommes en déclin, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger ? Mon école a 14 élèves, si je passe à 12, on va fermer, s'il vous plaît, gardez-la ouverte même si on est 8 ». Ça, c'est ce que j'appelle défensif. À la fin, ce sera 8, puis 6, puis 4, puis à la fin, on fermera quand même. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une vision qualitative, et c'est comment mon école a 14 élèves, mais demain, elle va en avoir 30, parce que j'aurais fait la publicité de l'école, j'aurais montré que cette école fait réussir les enfants, et que des gens vont s'installer tellement ça fait envie. Et c'est cela que nous sommes en train de faire, et donc nous sommes partenaires des maires pour cela. Donc on doit réenclencher un mouvement, et je pense que c'est un bon exemple de ce qu'il y a à faire. Et puis, sans attendre les effets à long terme de cette politique, on doit, à court terme, aider les élèves, faire ce que fait Chemin d'Avenir. Je suis évidemment très, très admiratif de ce qui a été fait depuis quelques années. C'est d'autant plus réussi que c'est fait par des personnes comme vous, c'est-à-dire que c'est fait par les acteurs, et c'est formidable que vous vous mobilisiez comme ça et que vous ayez ces parcours-là et que vous montriez aussi l'exemple à d'autres qui du coup se disent bah oui c'est possible. Donc on est partenaire, l'éducation nationale soutient le Chemin d'Avenir. La cofondatrice Salomé Berliou, à qui vous avez fait référence, je viens de lui donner une mission sur le sujet. Et concrètement, ça signifie que cette logique des cités éducatives dont parlait le maire à l'instant, nous allons aussi l'appliquer en milieu rural avec des cordées de la réussite, c'est-à-dire des incitations à réussir, des bourses, des possibilités d'évolution. Mais j'attends le rapport de Salomé pour franchir encore un cran dans les mois qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. Ils ont été très patients. Je vais vous récupérer le micro pour Léonie, s'il vous plaît, les enfants. Léonie et Arthur, c'est vous qui allez terminer en parlant de votre projet à vous. Léonie. Oui, c'est Arthur qui va commencer. Alors, c'est Arthur qui commence. Vas-y. On va vous présenter nos projets. Projet numéro 1, les cendriers de poche. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mégots dans notre ville. Nous avons distribué gratuitement des cendriers de poche dans une association qui se déroule dans la grande rue, qui est la rue principale de notre ville, et l'association, l'activité s'appelle Ghana en rue libre. Du coup, nous avons sensibilisé. Merci Arthur. Sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent prendre les cendriers de poche et mettre leurs mégots dedans plutôt que de les jeter par terre. Projet numéro 2, lutter contre la pollution. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup trop de déchets dans notre ville grâce à un autre projet, le nettoyage de printemps, dont on vous parlera après. Du coup, grâce au nettoyage de printemps, nous avons pu repérer les quartiers les plus sales et du coup, nous avons placé des poubelles aux endroits où les quartiers étaient les plus sales. Projet numéro 3, l'hôtel à abeilles. Nous avons fait un hôtel à abeilles car nous trouvions que les abeilles étaient de moins en moins nombreuses et qu'il y en avait aussi de moins en moins dans notre ville. Et nous avons placé l'hôtel à abeilles près du musée municipal de notre ville car elle niche dans les murs. Projet numéro 4, le nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps est une activité. On a distribué des fiches chez le commerçant pour inciter à venir toute personne.
Le gagnant recevra une coupe en papier recyclé. C'est autre chose? Je crois que Monsieur Léonie a un le petit cadeau ministre, pour vous. Nous avons un cendrier de poche pour vous. Bravo. Monsieur le maire, voulez-vous un cendrier de poche? Alors Léonie, tu sais, tu te tournes comme ça, tu donnes pas le dos aux gens qui sont là. Voilà. Bravo. Voulez-vous un cendrier de poche? Vous en voulez? Mais elle a combien de poches, cet enfant? Merci Léonie. Merci les enfants. Merci beaucoup. Merci Bravo beaucoup. à vous. Merci Monsieur le ministre. Merci.